Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde. Vous le savez, dans 200 pays, en 22 langues. Face au territoire se réalise avec Ouest France, avec Nice Matin, avec 20 minutes, avec France Antilles, le magazine Le Point et le magazine Géostratégie. Mon invité ce matin, c'est Manuel Valls. Bonjour Manuel Valls. Bonjour Cyril Viguier. Ancien Premier ministre de notre pays, nul ne l'ignore. J'ai une question à vous poser sur l'actuel Premier ministre. Il a 34 ans, il a été nommé il y a quelques mois. Est-ce que c'est un âge où on peut accéder à Matignon sans, vu votre expérience, sans connaître de difficultés majeures dues à l'inexpérience ? Oui, moi je pense que dans l'histoire l'a démontré. Il y a eu des grands souverains, de grands intellectuels, très jeunes. On pourrait remonter Alexandre, si vous voulez, Alexandre le Grand. Dans cette époque, naturellement. Dans cette époque, c'est sans doute plus difficile, mais Gabriel Attal était parlementaire déjà, ministre à plusieurs responsabilités. Je pense que la question de l'âge ou de l'expérience sont moins importantes à ce stade que le rapport qu'il a avec le président de la République, ou plutôt l'idée que se fait le président de la République de la fonction de Premier ministre et des rapports entre le chef de l'État et le chef du gouvernement. La marge de manœuvre, qui est pourtant prévue dans la Constitution, que le Premier ministre peut avoir pour imprimer sa marque, pour être un plus. Et c'est là où j'ai quelques doutes sur la volonté de changement de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant de la part du président de la République, alors qu'il devrait plutôt, lui, prendre de la hauteur, de la distance, être totalement concentré sur des questions aussi essentielles que la guerre en Ukraine, pour laisser le gouvernement gouverner et le chef de l'État présider. On a des rapports entre Premier ministre, ancien Premier ministre et Premier ministre en fonction, des rapports réguliers, on se contacte, on se voit. Vous allez voir, vous avez vu Gabriel Attal, il vous a consulté par exemple, ce sont des choses qui se font ou pas? Non, il y a une tradition qui est plus ou moins respectée, moi je l'avais respectée, d'inviter à déjeuner ou à vous rencontrer. Oui, pratiquement tous, si la mémoire ne me fait pas défaut. Et une rencontre avec Gabriel Attal, je crois, est prévue. Il va respecter cette tradition. Mais de là, vous consulter, non. Autant le président de la République consulte assez régulièrement les deux anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, il n'y a pas cette tradition. Elle serait un peu vous lourde. déplorez ? Non, pas forcément. Mais enfin bon, l'expérience des uns et des autres peut être utile. Enfin, chacun fait comme il peut et comme il souhaite. C'est Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, qui est notre invité ce matin sur le plateau de Face au territoire. Dans un instant, Stéphane Vernet de Ouest France sur ce plateau. Bonjour Stéphane Vernet, vous dirigez la rédaction de Ouest France à Paris et vous en êtes le rédacteur en chef délégué. On démarre avec ce surlendemain de ce débat sur l'Ukraine. Bonjour Cyril, bonjour Manuel Valls. Je vais vous parler d'actualité parlementaire. Est-ce que vous avez suivi le débat qui s'est tenu au Parlement hier et avant-hier concernant le soutien de la France à l'Ukraine? Et qu'en avez-vous retenu? Oui, je l'ai suivi parce que le sujet me passionne, parce que c'est sans doute vital pour nous et pour l'Europe, ce qui se passe en Ukraine. Donc je l'ai suivi. Je trouvais qu'il était honnêtement, contrairement à ce que l'on voit souvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, plutôt de bonne qualité, qu'il permettait de voir les lignes de fracture qui peuvent exister sur ce sujet entre les différentes familles politiques. Il permet de voir les lignes de fracture entre les différentes familles politiques, comme vous venez de dire, mais est-ce qu'il éclaire les Français sur les enjeux du conflit? Je crois que oui. Je pense que les Français suivent de plus en plus les questions internationales, peut-être grâce à vous, et qu'ils ont une idée assez précise de ce qu'il faut, c'est-à-dire à la fois un soutien net à l'Ukraine, ne pas se laisser entraîner évidemment dans un conflit qui pourrait dégénérer et qui toucherait nos propres intérêts, sur qui est responsable de ce conflit, c'est-à-dire Vladimir Poutine. Donc oui, je pense qu'il y a un soutien large, même si il y a une forme d'inquiétude. Il y a une inquiétude que j'ai pu voir, parce que beaucoup de gens m'ont interrogé suite aux déclarations du président de la République qui ont créé évidemment beaucoup de questions et de controverses. Emmanuel Macron, le président de la République, prendra la parole ce soir à la télévision. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces... Qu'est-ce qu'il doit dire pour rassurer, préciser, éclairer? Je ne sais pas si l'idée est tellement de rassurer. Je pense qu'il doit éclairer sur la situation de cette polémique sur les propos du président de la République. On les a envoi potentiel de troupes au sol. de troupes au sol. Je pense qu'il faut en retirer un point positif, parce que bon, les polémiques ne sont pas grand-chose, face surtout aux enjeux. Un, que la guerre sera longue, donc il faut aider l'Ukraine. Nous ne pouvons pas nous permettre que l'Ukraine s'écroule
parce que ça serait une démocratie, une nation qui serait mise en cause, et parce que cela donnerait à Vladimir Poutine, au fond, un feu vert pour s'en prendre à la Moldavie, voire aux pays baltes. Donc nous sommes dans un moment de basculement où la part tragique de l'histoire s'est invitée. La guerre est là, avec des milliers de morts, des millions de réfugiés, une démocratie attaquée. Donc de ces propos, moi je vois un avantage qui est de mettre un certain niveau de préoccupation pour nos compatriotes, le sujet de l'Ukraine, avec en plus un autre enjeu, nous le voyons bien. La guerre sera longue, mais quel plan B pour l'Union européenne si Trump l'emporte aux États-Unis et s'il met en œuvre ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire couper le robinet de l'aide à l'Ukraine? Je reviens à l'actualité parlementaire. L'agenda parlementaire a été enfin dévoilé ce lundi. Le principal projet de loi qui sera examiné au printemps, c'est celui sur la fin de vie. Est-ce que ce sujet fera-t-il enfin consensus? Est-ce que la société française est prête à évoluer sur la question de l'aide à mourir? C'est un sujet que je suis depuis longtemps. Comme parlementaire de l'opposition, j'avais porté plusieurs propositions de loi sur l'idée de mourir dans la dignité. C'est vrai que quand on rentre dans le détail pratique, c'est parfois plus complexe, on le voit bien, c'est vrai pour chacun de nous, vis-à-vis de nos proches, la réaction des soignants, des médecins, mais une immense majorité de Français, chiffre autour de 80%, sont pour cette idée de mourir dans la dignité. Le président de la République a utilisé un autre terme. Donc j'espère qu'on pourra avancer. Il est vrai qu'on a réussi, ça avait été déjà plus difficile sur la dernière loi Claes-Leonetti, à avancer dans une forme de consensus. En tout cas, moi, ce que j'attends, je l'espère, c'est beaucoup de dignité, d'écoute, y compris vis-à-vis des confessions, des philosophies, des médecins. Mais il faut pouvoir avancer, même s'il faut aussi avancer sur les soins palliatifs, parce que là, nous sommes très en retard. Autre sujet, aujourd'hui, vous avez des députés qui veulent revoir la loi de 2014 interdisant le cumul des mandats. Alors, cette loi, elle a été prise juste avant votre arrivée à Matignon. Oui, mais je l'ai portée comme ministre de l'Intérieur. Et alors, du coup, est-ce que vous comprenez cette espèce de volonté de faire machine arrière? Non. Non, parce que je pense, j'ai cumulé. L'argument, c'est on a déconnecté du terrain, des électeurs, l'exécutif. Mais les députés sont élus dans des circonscriptions directement par les Français. Ils peuvent être conseillers municipaux, conseillers fédéraux, conseillers régionaux, tenir des permanences, rencontrer les électeurs. Et en plus, on risque, je crois, dans les propositions, de faire une différence selon les villes en fonction du nombre d'habitants. Ça ne me paraît pas sérieux. L'ancrage est évidemment quelque chose de très important, d'où notre mode de scrutin. Mais revenir... Écoutez, moi j'étais maire et député. Je sais que c'est très difficile de pouvoir bien faire son travail de député, parce qu'on privilégie évidemment le local et sa mairie. Donc je pense qu'on peut avoir un lien, une responsabilité d'élu local, mais elle ne peut pas être exécutive. Et je voulais vous parler d'Europe pour terminer. Est-ce que vous prendrez part à la campagne électorale sur les européennes? Et si oui, avec qui, sous quelle forme, comment? À ce stade, je regarde... Est-ce qu'on vous l'a demandé d'abord? Non, et puis je regarde le paysage tel qu'il se dessine. Et à ce stade, je m'interroge beaucoup sur mon propre vote, mais on a encore quelques mois quelques semaines. Et dans tous les cas, vous ne serez pas candidat. Pour décider. Non, ça je vous le... La une de Ouest France, Stéphane Vernet. On parle de sport et de santé, en fait, avec un appel de Michel Simès, notamment aux médecins, pour demander aux médecins de prescrire des bilans et d'inciter les gens à faire beaucoup plus de sport. C'est en lien aussi avec la perspective des Jeux Olympiques. Bien sûr, vous faites du sport, Manuel Valls? Oui, mais pas assez. Mais je vous le confirme, y compris avec l'âge. C'est bon, je cours, je fais de la gymnastique, je m'entretiens, mais c'est vital. C'est un vieux débat. Moi, je me rappelle que quand on était gamin au lycée, je vous parle des années 70, on considérait déjà qu'on ne faisait pas assez de sport. Nous ne sommes pas suffisamment une nation sportive. Je ne parle pas des professionnels, de l'élite. Les Jeux Olympiques qui arrivent. Oui, mais enfin, je pense que c'est en continuité. Il faut y arriver. Voilà. Stéphane Vernet, qui dirige la rédaction de Ouest France à Paris. Merci. Dans un instant, Denis Caro de Nice Matin est sur ce plateau.
Bonjour Denis Caro, on démarre avec l'immigration, enjeu des européennes, on poursuit sur les européennes. Oui, bonjour Manuel Valls. Bonjour. Le Conseil constitutionnel a censuré en grande partie la loi immigration. De son côté, le Conseil d'État a limité dans une décision rendue début février les refus d'entrée des migrants aux frontières. Concrètement, entre l'Italie et la France, les refus d'entrée ont été divisés par 4. Pourquoi ce décalage entre le discours du gouvernement et la réalité en matière d'immigration? Mais parce que le gouvernement et le Parlement, pardon de le dire aussi brutalement, ne font pas leur job, ne font pas leur travail pour parler français. Moi, je suis pour un changement radical en matière d'immigration, pour dire stop, pour considérer qu'on n'a pas besoin d'une immigration de travail, sauf pour un certain nombre de secteurs en tension. C'est pour cela qu'il faut des quotas, c'est pour cela qu'il faut modifier la Constitution. Donc il faut bien élaborer la loi. Il faudrait une nouvelle loi, une révision constitutionnelle. Il faudrait une nouvelle loi, une nouvelle révision constitutionnelle, mais ça nécessite évidemment un très large consensus. Et la manière dont les uns et les autres s'y sont pris à la fin de l'année, manifestement, n'a pas conduit à faire une bonne loi. Nous le savions tous qu'un certain nombre de dispositifs allaient être censurés par le Conseil constitutionnel. On a lancé la patate chaude à Laurent Fabius et aux sages, et on n'a pas avancé sur l'essentiel, même si des dispositifs ont été améliorés pour que le ministère de l'Intérieur, les forces de sécurité, soient plus efficaces dans ce domaine. Je vois mal aujourd'hui, très honnêtement, les bases d'un nouveau consensus, et pourtant il le faudrait, parce qu'il faut ce changement que j'appelle de mes voeux, puisque depuis 40 ans, au fond, on mène à peu près les mêmes politiques d'immigration. Alors les Républicains ont déposé mardi un projet de référendum d'initiative partagée pour réformer l'accès aux prestations sociales des étrangers. Est-ce que vous approuvez leur démarche? Mais c'est, encore une fois, si on cherche le consensus, c'est pas par des proclamations qu'on y arrivera, de part et d'autre. Pour des changements profonds, il faut un accord entre le Sénat, évidemment, et je m'étais réjoui d'ailleurs du vote de la loi par le Sénat, de la loi immigration, avec l'accord du gouvernement. Ça ouvrait les bases d'un consensus. Ça n'a pas été possible à l'Assemblée nationale. Et il faut un accord avec le gouvernement et la majorité à l'Assemblée nationale. Pour le moment, j'ai le sentiment qu'on ne prend pas ce chemin, même s'il faudrait avancer, y compris sur ce sujet. De plus en plus de voix font le lien entre délinquance et immigration. Fait assez rare, c'est un préfet, le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou, qui a affirmé la semaine dernière que les étrangers sont responsables de la majorité de la délinquance dans le département. Il a donné un exemple. Ils sont par exemple à l'origine de 82% des vols à la tire. Est-ce que le préfet des Alpes-Maritimes dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas? Mais ce que pensent les Français, cette réalité des chiffres, on ne peut pas la contester. C'est à peu près le même pourcentage aujourd'hui, par exemple, à Paris, sur les vols à la tire. Donc c'est cette réalité. Après, accuser tous les étrangers, c'est là où il faut faire attention d'être responsable de la délinquance, ou pire, être des délinquants en puissance, nous ferait franchir un pas qui serait totalement insupportable. Mais cette réalité, il faut la regarder en face, notamment sur la gestion des réfugiés, des déboutés du droit d'asile, de l'immigration clandestine, eux-mêmes plongés d'ailleurs dans des situations désolation sociale, de pauvreté, de sans domicile fixe insupportables. Donc il faut agir, et encore une fois, en créant les bases d'une union nationale, et surtout avec des outils les plus efficaces possibles, et avec le souci de la vérité, sans rien masquer. Un accord a été trouvé mardi soir entre Gérald Darmanin et les élus corses sur la reconnaissance d'un statut d'autonomie de l'île. C'est une erreur? J'y suis totalement opposé. C'est une erreur. La France, elle n'est pas une addition de communautés et de tribus. Et on ouvre une boîte de Pandore, puisque déjà... Là, le président de la région Bretagne s'est engouffré. A écrit au président du Sénat pour réclamer aussi ses propres droits. La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, également. Des élus... Vous craignez un scénario à l'espagnol, entre guillemets, oui, d'une certaine manière. Mais la France, c'est une autre histoire. La France a été créée par l'État. Il y a une unité due à la langue. Il y a des spécificités. Qui va nier que la Corse est une île en Méditerranée, qu'il faut protéger la langue, ce que nous avons fait. Elle a déjà un statut différent. Par exemple, j'ai moi-même porté la disparition des départements pour créer une collectivité unique. Qu'ils agissent déjà, ils ont déjà beaucoup de pouvoir en matière notamment économique, agricole, de transport. Donc non, je pense que c'est une erreur fondamentale, et introduire l'idée de la communauté dans la Constitution, ce serait introduire le communautarisme dans le texte fondamental. Donc moi j'appelle à une très forte mobilisation des députés et des sénateurs contre une loi qui brise l'unicité
laïcité de la République. Pourquoi le gouvernement s'est-il engagé dans cette voie? Est-ce que d'une certaine manière, il a cédé à la violence? Mais vous avez tout à fait raison, c'est suite à l'assassinat malheureux de Colonna, pourtant l'assassin du préfet Erignac, et de violences qui sont suivies, que nous avons assisté, au fond, au chantage qui a marché. Et je mets en garde le gouvernement sur un point qui me paraît très important. C'est qu'on veut faire voter la collectivité, c'est normal. Ensuite, on demandera aux Corses de donner leur avis. Et on ira devant le Parlement, devant le Sénat et l'Assemblée nationale, en expliquant que si on n'adopte pas ce texte, la violence s'imposera. C'est un chantage totalement insupportable et j'avertis le gouvernement qu'on ne peut pas réformer la Constitution, briser l'unicité du pays avec ce type de discours. Alors justement, la majorité sénatoriale semble opposée à cette autonomie et elle pourrait compromettre la révision constitutionnelle. Dans le fond, est-ce que ce n'est pas le calcul du gouvernement qui se dit que finalement cette démarche n'ira pas jusqu'au bout? Alors quel cynisme alors, et en plus on fera porter la responsabilité à ces élus d'éventuelles violences liées à la réapparition par exemple du FLNC. Non, et d'une manière générale, ce débat doit permettre au fond à chacun de se positionner sur l'idée qu'on se fait de la France et de son unité. La une de Nice matin, Denis Caro. La une de Nice matin, trafic aérien, stop ou encore le redémarrage du trafic aérien et ses conséquences, notamment à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin, qui comprend Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin. Dans le même groupe que vous, Cyril Boutier est à Fort-de-France, c'est le directeur éditorial de France Antilles. C'est notre partenaire aussi dans Face au territoire. Il a une question à vous poser, Manuel Valls, depuis Fort-de-France, on l'écoute. Bonjour Manuel Valls. Dans nos territoires, le sentiment d'insécurité, comme partout d'ailleurs dans le territoire national, se renforce. Chez nous particulièrement autour d'affaires de trafic d'armes, de trafic de drogue. Des plans ont été annoncés au fil des années par les différents gouvernements. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, est d'ailleurs en Martinique ce jeudi et fera à nouveau un certain nombre d'annonces. Mais comment faire selon vous pour passer des annonces à davantage de sécurité sur place? On peut avoir un sentiment d'impuissance suite à cette question sur la propagation du trafic de drogue à l'échelle mondiale. Nous le voyons évidemment dans notre pays, et pas seulement à Marseille, qui est une ville emblématique. Cela explique d'ailleurs la propagation de la délinquance dans les grandes villes, mais aussi dans les villes moyennes. Le pays de votre cœur est aussi très concerné. Mais partout, toute la Méditerranée, c'est-à-dire que c'est devenu... Il y a des pays qui sont des pays narcotrafiquants ou gagnés par les narcotrafiquants. C'est vrai notamment de toute l'Amérique latine, du Mexique, où il y a des parties du territoire qui sont contrôlées par les narcotrafiquants. Et les Antilles sont évidemment, donc la Guadeloupe et la Martinique, c'est vrai aussi pour la Guyane, sont des lieux de passage. Donc c'est un sujet évidemment pour chacun de nos pays, c'est un sujet pour l'Europe dans son rapport à la Méditerranée, à l'Afrique et à l'Amérique latine, c'est une situation mondiale. Vu les milliards que génère le trafic de drogue, les dégâts en matière de santé publique en Europe ou aux États-Unis, il faut agir au niveau mondial. C'est facile à dire sur ce plateau, mais je pense que c'est la seule voie possible qui existe. Armelle Le Goff, dans un instant, directrice adjointe de la rédaction du Point. Merci Denis Caro. Merci. Bonjour Armelle Le Goff, on part pour Sciences Po avec vous ce matin. Oui, l'autrice et réalisatrice Émilie Frêche a été annulée d'une soirée organisée par Amnesty International. Judith Butler, qui est une penseure américaine, a tenu des propos en France qui ont provoqué l'indignation. Que pensez-vous du climat actuel par rapport au conflit israélo-palestinien en France ? Il est inquiétant, puisque des propos antisémites, sur fond d'antisionisme et de haine d'Israël, mais des propos antisémites, anti-juifs, anti-Israël, aujourd'hui, se propagent non seulement sur les réseaux sociaux, de la part d'un certain nombre de responsables politiques, notamment de la France insoumise, mais comme aux États-Unis, ils gagnent sur nos campus. Pas seulement à Sciences Po, j'étais il y a quelques jours à Toulouse, et on me disait que les étudiants juifs sont quasiment interdits sur les campus toulousains, comme ça a été le cas à Sciences Po. Donc, mais je voulais vous interroger justement sur Sciences Po. Alors, un amphi a été occupé par des étudiants pro-palestiniens qui ont empêché une jeune étudiante de l'UEJF d'y accéder. Est-ce que c'est le symptôme d'une importation du conflit, d'après vous, ou est-ce que c'est le symptôme d'autre chose et de quoi ? Je n'aime pas tellement le mot d'importation, non, c'est le campus de Sciences Po est devenu un campus américain. Où on essaie de faire régner une forme de terreur au nom du soutien à la Palestine et au Hamas contre
les étudiants juifs. Donc c'est à la fois le symptôme de cet antisémitisme que nous évoquions, mais aussi de cette propagation du wokisme. Donc il faut dire stop. Je pense que maintenant, on est chacun, et je me réjouis des positions, des prises de position étaient très fortes du président de la République, voilà. du Premier ministre qui s'est rendu sur place. Des poursuites judiciaires et administratives sont engagées, mais je pense qu'il faut une réponse politique, une mobilisation. Les campus doivent être ouverts à tous. Moi, quand j'étais étudiant, tous les débats étaient possibles. On pouvait parler de tous les éléments. Donc maintenant, il faut que la République, une certaine idée de la France, la lutte contre l'antisémitisme et la haine des Juifs et d'Israël, eh bien, nous oblige à réoccuper d'une certaine manière ces campus. On voit que la jeunesse est quand même très poreuse à des idées très extrêmes, à la fois du côté de l'extrême droite, à la fois du côté de l'extrême gauche. Est-ce que c'est quelque chose qui est inquiétant d'après vous? Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on voit à l'œuvre du coup dans les campus? Ça n'est pas nouveau au fond que la jeunesse puisse être gagnée par des idées plus radicales. Mais évidemment, le racisme, l'antisémitisme sont des délits, n'ont aucune place, et encore plus, et davantage une forme de sectarisme. Et puis c'est vrai, il y a une forme de relativisme dans la jeunesse, façonnée aussi par des images. Tout ce débat aux États-Unis, que je crois utile, sur l'interdiction de TikTok, qui à travers les algorithmes, au fond, est en train de créer une forme d'imaginaire sur ce qui se passe au Proche-Orient ou sur d'autres sujets. Donc il faut agir de manière extrêmement résolue. La liberté, l'engagement politique, les idées, même radicales, elles sont utiles dans le débat. Mais là, il y a une forme de basculement qui est évidemment très inquiétant et qui doit nous alerter. Je reviens juste sur Sciences Po. On a quand même aussi un directeur qui est démissionnaire parce qu'il va être envoyé devant le tribunal correctionnel pour violence conjugale. Avant lui, un autre directeur démissionnaire parce qu'il avait couvert un éminent professeur accusé d'agression sexuelle. Qu'est-ce qui se passe dans cette institution? Est-ce qu'il y a quelque chose de délétère alors que c'est une institution quand même très emblématique de la République? C'est une grande institution qui forme nos élites. Il faut se réjouir d'avoir ce type d'école. Mais je pense que c'est un sujet plus général sur l'ensemble de nos universités. Il faut que les directions des universités, les présidences, le monde enseignant réagissent d'une certaine manière et se rendent compte qu'on est face à une dérive qui est tout à fait insupportable. La une du Point, Armelle Le Goff, ce matin. Oui, la une du Point concernant la France et sa défense. Est-ce qu'on est à la hauteur? La guerre en Ukraine a fait voler en éclats des décennies de doctrine militaire tournée vers la paix en Europe et en France. Et aujourd'hui, les lignes ont bougé. Sommes-nous prêts? Alors, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que le Point répond à ça? Oui, et répond plutôt par la négative. Merci beaucoup, Armelle Le Goff, directrice adjointe de la rédaction du Point. Floral Hernandez, qui est aussi notre partenaire, il est rédacteur en chef de 20 minutes. C'est un partenaire de Face au Territoire. A une question à vous poser, Manuel Valls, on l'écoute. Manuel Valls, bonjour. Les élections européennes sont le 9 juin. Aujourd'hui, vous n'êtes sur aucune liste, apparenté à aucun parti. L'adrénaline des meetings, des débats ou d'une campagne ne vous manque-t-elle pas? Donc pas forcément cette adrénaline que j'ai déjà connue, mais moi je m'exprime très régulièrement sur la Corse, sur l'Ukraine, sur ce qui se passe évidemment. Il parlait pas de ça, il parlait de... Oui, mais j'ai bien compris. Il y a la question et la réponse, vous savez, c'est pas forcément... à la Georges Marchais. Un peu. Belle référence. Il n'y a que vous et moi qui allons la comprendre. Mais, vous exagérez un peu. Non, ça ne me manque pas, mais ce qui me passionne plus que jamais, c'est l'avenir de notre pays dans cet ensemble qui me paraît nécessaire, qui est plus que jamais nécessaire, qui est l'Europe, et qu'on réponde à des questions comme celle de la une du Point. Peut-être que nous ne sommes pas prêts, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut s'y préparer. Merci beaucoup. La une de 20 minutes, rapidement, donc partenaire de Face au Territoire. Vous la voyez, l'ultra-droite souffle sur la braise. Merci beaucoup. Et à très vite, Armelle Le Goff, directrice adjointe de la rédaction du Point. Dans un instant, Tom Benoît de Géostratégie sur ce plateau. Bonjour Tom Benoît. Bonjour. Vous avez compris que Manuel Valls a connu Georges Marchais. C'est pas vraiment ce que vous allez... si, je l'ai connu également. Ah bon. Interviewé à l'occasion, un jour, on m'a demandé un personnage illustre dont je ne partageais pas les idées, mais que je pouvais saluer. J'avais cité Georges Marchais. Voilà. Faut-il passer à une économie de guerre? Alors, la grande question, j'entends parler ci et là d'une possible économie de guerre. Raphaël Glucksmann l'a évoqué. Une économie de guerre, mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Ça constitue potentiellement pouvoir lever de l'impôt pour un effort de guerre, pour protéger la nation. Est-ce que la France pourrait, vous qui avez été Premier ministre, se mettre en économie de guerre pour l'Ukraine? Mais d'une manière ou d'une autre, la France et l'Europe doivent se préparer à investir davantage. Donc ça peut passer par ce type de mode opératoire, investir davantage
pour nos budgets de défense, pour produire de la poudre, des munitions, des obus, des missiles, des chars, des avions, pour nous-mêmes et pour en fournir aussi à l'Ukraine. Donc de toute façon, la question du niveau de dépenses c'est très important tout de même, consacrer l'essentiel de son économie pour la guerre, donc en Ukraine. Il y a tellement de préoccupations, évidemment, et parfois peut-être les Français, certains l'imaginent, sont loin de cela, ce qui n'est pas vrai. Il y a encore aujourd'hui une enquête d'opinion qui sort et qui montre que les Français sont très conscients. Mais c'est le rôle notamment du président de la République, c'est de leur montrer sont très conscients des risques, des risques de guerre, de ce que représente aujourd'hui comme menace Vladimir Poutine et la Russie. Pour la France également, si l'Ukraine venait à perdre. Exactement. Donc cela veut dire que de toute façon, dans le monde instable dans lequel nous sommes, avec la menace terroriste, la guerre en Ukraine, ce qui se passe au Proche-Orient, le rôle éventuel de l'Iran, il faut se préparer à investir davantage, c'est vrai pour tous les pays, on voit que tous les budgets augmentent, la Grèce à la Pologne, donc ça veut dire qu'il faut trouver les moyens, alors qu'on nous parle d'augmentation de la dette, des déficits et de nombreuses priorités qu'il faut financer. Alors, pour poursuivre, vous avez été donc Premier ministre de François Hollande. François Hollande, dans un discours au Bourget, avait dit « Mon ennemi n'a pas de visage, c'est le monde de la finance ». Et donc, je vais séparer le principe de banque universelle. Les banques d'affaires ne seront plus des banques de dépôt. Il faut rappeler, rapport de la Commission européenne, que les pays de l'Union européenne ont soutenu les banques de l'Union à hauteur de 1 600 milliards entre 2008 et 2011. François Hollande, et la question c'est celle-ci, n'a pas répondu à cette promesse. Il n'y a pas eu de loi de séparation bancaire. Pourquoi est-ce que le principe de banque universelle n'a pas été interrompu? Oui, ça a été rappelé plusieurs fois, je ne l'oublie pas, mais il faut que vous invitiez François Hollande. Écoutez, cette phrase a été tellement commentée. Nous avons en Europe, et notamment en France, un système bancaire qui a plutôt tenu, grâce évidemment au soutien que vous avez évoqué, contrairement à ce qui s'est passé notamment aux États-Unis. C'est là ce qui a provoqué une crise financière majeure en 2008. Mais il y a beaucoup ce système plus de bancaire banques aux États-Unis. Oui, bien sûr, mais ce système nous avons 5 mégabanques. Et ce système bancaire a plutôt tenu. Ça ne veut pas dire qu'ensuite on ne réfléchisse pas, notamment sur la question des profits des banques ou d'un certain nombre de grandes entreprises. En dehors même de ce sujet. Mais est-ce que c'était un effet d'annonce de François Hollande qui voulait faire l'amalgame entre mon ennemi, c'est le monde de la finance, je suis très à gauche par rapport aux socialistes, ou effectivement, je suis conscient qu'il y a un risque entre les activités de dépôt et les activités d'affaires des banques. Parce que tout le monde n'a pas compris. Non, il y a sans doute un peu tout cela, mais je crois que le message, c'était en effet un message de campagne électorale. Vous étiez son directeur de communication sur la campagne. Oui, absolument, mais j'ai moi-même été surpris par cette annonce, dans un discours qui était d'ailleurs, qui a créé un impact et une dynamique pour la campagne. Votre ministre des Finances, quelques années plus tard, Michel Sapin, avait déclaré « Nous sommes les amis de la finance et de la bonne finance ». Ce qui est tout de même antagonique. Oui, ce qui veut bien dire qu'il y a parfois un fossé, il faut y faire attention, parce que les Français ils sont sensibles entre les déclarations de campagne et la réalité de l'action gouvernementale. Bon, très bien, mise au point, petit point sur l'économie française, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On s'est endetté à hauteur de 284 milliards sur les marchés, donc Bruno Le Maire, le ministre des Finances, nous dit pour autant il faut faire 12 milliards d'économies, 15 milliards, 10 milliards, on est à l'euro près. On est à l'euro près, mais on s'endette à des montants records. Qu'est-ce qui se produit exactement en mais France? je crois qu'à ce stade, la parole de la France reste évidemment crédible. Il y a eu beaucoup de financements, beaucoup d'endettement, y compris au niveau européen. Donc en avril, les agences de notation ne vont pas baisser la note de la France? C'est un risque, c'est pour cela quand même qu'il faut faire un effort. Mais il faut bien expliquer les choses, parce que d'un côté, on explique, et je viens de le faire, qu'il faut davantage d'efforts en matière de défense, et de l'autre côté, qu'il faut faire des économies. Et il faut dire où et comment. La santé, 500 millions. Et le seul message qui est passé, c'est qu'on allait s'attaquer à notre système social. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts en termes de protection sociale, mais attention à ne pas donner le sentiment, je reviens à votre question précédente, où ce sont les plus faibles, les plus pauvres, les classes moyennes qu'on touche davantage, qu'on cogne, alors que la finance ou les grandes entreprises qui font d'immenses profits ne seraient pas concernées par l'effort qu'il faut faire. Merci à un homme de gauche. Alors la une de géostratégie, donc que se produirait-il si la France sortait de l'euro? De gros dossiers, une interview que m'a accordé Henri Proglio également sur le nucléaire, et un dossier exclusif que nous faisons paraître sur un scandale monégasque qui a été dévoilé par mes confrères du Monde il y a quelques semaines, des malversations, prises de pouvoir au palais d'un certain Salim Zegdar, nouvel administrateur pour le moins surprenant du prince, et un ancien administrateur
sénateur Claude Palmero, dont l'honnêteté, la probité étaient saluées de toutes parts à Monaco, qui a été poussé vers la sortie pour des raisons surprenantes. Nous avons également... Vous vous intéressez à Monaco ? Je connais un peu Monaco, je connais. Vous avez été candidat le Pratch, oui. J'ai passé la députation des Français de l'étranger. Une journée et demie, donc ça ne me donne pas une connaissance, mais je vais lire avec beaucoup d'intérêt sur tous les sujets. Et nous avons une tribune de l'ancien directeur général du SICFIN de Monaco également, qui a démissionné 2 ans avant la fin de son mandat pour des raisons encore obscures. Voilà, vous n'allez pas être invité tout de suite à Monaco. La relation France-Monaco, elle est saine ? Elle mérite une très grande transparence. Donc c'est pas le cas. Merci Manuel Valls, c'est notre invité dans Face au territoire sur TV5 Monde. Dans un instant, Demet Korkmaz, qui travaille à la rédaction de TV5 Monde à l'international. Merci Tom Benoît. Merci à vous. Merci Manuel Valls. Bonjour Demet Korkmaz. Bonjour. On part pour Gaza avec vous, malheureusement. Oui, la situation à Gaza, le chef de l'UNRWA dénonce une guerre contre les enfants. Dorénavant, le nombre d'enfants tués en 4 mois à Gaza dépasse le nombre d'enfants tués en 4 ans de guerre dans le monde. Est-ce que vous pensez qu'Israël est toujours en droit de se défendre? Oui, moi, l'avantage avec moi sur ce sujet-là, c'est que je suis clair et cohérent. Vous n'êtes pas sensible à la situation humanitaire, à la situation des enfants? Je suis sensible à la situation humanitaire, effrayé par le nombre de victimes de ce conflit, effrayé par le nombre de victimes palestiniennes, qui sont d'abord victimes, ne l'oublions jamais, du Hamas, puisqu'elles font de ces populations leur bouclier. Vous savez, il y aurait une manière très claire d'arrêter la guerre. C'est de délivrer tous les otages, de rendre les armes de la part du Hamas. D'ailleurs, j'entends peu les chancelleries, les ministres des Affaires étrangères, rappeler cette évidence. Et puis, permettez-moi quand même de vous dire très nettement que tout ce que dit l'UNRWA me paraît aujourd'hui, cette agence qui s'occupe des réfugiés des Palestiniens depuis 1948, me paraît sujette à caution. Je pense que cette organisation doit être dissoute, remplacée par une autre forme d'aide aux Palestiniens qu'il nécessite. L'ONU ne semble pas penser... oui, mais je pense que l'ONU et son secrétaire général sont discrédités sur ce sujet. Et que le fait que l'UNRWA... Vous mettez en cause M. Guterres? Oui, bien sûr. Et que plusieurs dizaines de personnes de l'UNRWA aient été impliquées dans l'attentat, dans l'attaque terrible du 7 octobre, discrédite sur cette plusieurs agence. Milliers de personnels. Oui, mais 90% des permanents de cette organisation qui sont à Gaza, qui sont des enseignants, qui sont liés d'une manière ou d'une autre, volontairement ou involontairement, au Hamas sur la bande de Gaza. Sympathisant ne veut pas nécessairement dire avoir les mains tachées de sang. Non, bien sûr, mais être sympathisant du Hamas pose déjà, de mon point de vue, un problème. Cette organisation mise au banc des nations, une organisation terroriste fondée par les frères musulmans, pose un vrai problème. Après, j'espère qu'on trouvera des solutions. Il faut des solutions pour les Palestiniens, bien évidemment. Mais écoutez, Israël a subi une attaque qui met en cause sa propre existence et il est au fond assez logique qu'elle cherche à en finir avec l'appareil politico-militaire. Aujourd'hui, les Américains aussi, et Joe Biden aussi, commencent à critiquer la position de Benjamin Netanyahou. Mais alors, qui pour discuter d'une sortie de guerre? Mais de toute façon, Israël est une démocratie, a un gouvernement d'union aujourd'hui. Moi, j'ai aucune sympathie pour Benjamin Netanyahou, encore moins pour son gouvernement et pour ses ministres d'extrême droite. La population israélienne s'est d'ailleurs mobilisée, notamment ceux qui étaient dans ces kibboutz attaqués par le Hamas. Mais ça va faire une erreur de penser que quand il y aura un changement de Premier ministre et de majorité en Israël, ça changera quelque chose quant au but des Israéliens et de la population israélienne, qui est d'obtenir une protection, c'est de vivre en sécurité. Ils ne peuvent pas vivre avec une organisation terroriste qui veut sa fin. Et en plus, vous le savez parfaitement, avec les risques qui existent, qui sont en plus d'une autre ampleur, d'un affrontement, d'une confrontation avec le Hezbollah et à terme avec l'Iran. Donc nous sommes dans une situation extrêmement tendue, mais il est logique qu'Israël veuille en finir avec le Hamas et avec les dirigeants du Hamas qui aujourd'hui sont protégés d'une certaine manière comme des boucliers humains par les otages dont nous ne connaissons pas par ailleurs le sort. Revenons sur l'Europe. En Europe, plutôt, Bruxelles veut généraliser les méga-camions, ou en tout cas faciliter les facilités à la circulation. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec le Green Deal de l'Union européenne? Comment
Par moment, les décisions ne sont pas lisibles. Je connais peu ce dossier, mais cela me paraît... On voit un derrière vous, il est Ils peuvent mesurer jusqu'à 25 mètres, c'est un terrain de tennis. On le voit à l'antenne. Cela me paraît totalement en contradiction, notamment avec ce qu'on a dit il y a encore quelques années sur les grandes lignes ferroviaires, sur le fret, sur le fait qu'on risque de devait perdre utiliser... 20% de part de marché. Ursula von der Leyen est candidate à sa succession. Quel bilan ? Écoute, moi, je suis nuancé parce que, d'une certaine manière, elle a réussi à incarner l'Europe au moment des crises, comme si, au fond, l'Europe était forte quand il y avait des crises. Et d'une certaine manière, moi, je me réjouis que l'Europe ait été capable, parfois avec un temps de retard, mais tout de même, rappelez-vous ce qu'on nous racontait au début sur le fait que l'Europe était en retard par rapport à l'Asie. Je veux parler de la crise sanitaire, de la crise du Covid. Et là, l'Europe, par des achats mutualisés, par aussi la mutualisation de la dette, ou là, en montrant une vraie unité, je crois, sur le dossier ukrainien ou énergétique, a su, d'une certaine manière, être capable d'avoir une force politique et stratégique. Au fond, c'est ça l'Europe. Et peut-être de moins s'occuper de sujets, d'être en permanence en train de créer des normes qui, en matière de transport ou d'agriculture, font reculer l'idée d'Europe auprès de pans entiers de nos populations. Dernière question, la France au JO, en tout cas, Aya Nakamura crée la polémique. Il semblerait qu'elle puisse chanter à l'inauguration des JO. Pourquoi est-ce que Aya Nakamura ne serait pas légitime à représenter la France ? Elle est tout à fait légitime à la représentation. Je ne suis pas un spécialiste de sa chanson, mais moi j'aime en plus beaucoup la culture africaine, malienne et franco-malienne. Elle chante en français. Et ça peut, oui, mais on parle français, ou on parlait beaucoup français. Elle est la chanteuse française la plus écoutée dans le monde. Vous l'appréciez visiblement. Non, mais moi, je ne l'apprécie pas. La polémique pose question. Et puis je peux vous dire que j'en ai un peu assez d'ailleurs des polémiques sur les Jeux Olympiques. On a la chance d'avoir des Jeux Olympiques après 100 ans d'attente, des candidatures ratées. Paris va être le centre du monde, c'est la plus belle ville du monde. On va avoir des Jeux Olympiques, je l'espère, extraordinaires. Et tout est sujet à polémique. Vous trouvez Paris préparé ? Je crois qu'on sera, dans 4 mois, on sera prêt. Il y a des polémiques sur l'affiche, la polémique sur la chanteuse. Il y a évidemment les inquiétudes, et c'est normal, sur les risques sécuritaires. On devrait être enthousiaste, heureux, enfin. Et la France sera, je l'espère, au centre du monde et démontrera sa capacité à organiser une nouvelle fois de grands événements. Soyons un peu positif et un peu moins ronchon. Oui, d'ailleurs, les Américains ne demandent pas à Beyoncé, par exemple, de chanter de la country pour représenter les États-Unis. C'est drôle. Trump-Biden, vous voyez un vrai risque en novembre prochain aux États-Unis d'une accession au pouvoir de Donald Trump ? Oui, je crois qu'il y a un risque. Vous seriez américain, vous voteriez Biden ? Oui, mais quand on est français, européen, on a tous voté Obama, on a tous voté Hillary Clinton, mais vous le savez parfaitement, c'est comme ça, les Américains qui décident, même s'il y a une espèce de vertige à se dire que ça va se jouer dans quelques comtés de quelques États. Swing states. Voilà, et puis même dans ces États, ce sont même les comtés qui jouent. 12 000 voix la dernière fois en Géorgie, donc, on séparait Joe Biden de Donald Trump. Donc il y a sans aucun doute... 12 000 voix. Sans aucun doute, d'un point de vue extérieur, un vrai sujet sur la démocratie américaine et sur la volonté de revanche de Donald Trump, mais les conséquences pour nous, Européens, je l'ai dit tout à l'heure, seraient gigantesques. Donc, mais il faut s'y préparer. Il faut pas faire en disant les Américains vont nous sauver. Non, nous devons être prêts par rapport aux risques que représenterait Trump, notamment sur le dossier ukrainien. Manuel Valls, merci d'avoir été notre invité. Une dernière question. Un ancien Premier ministre, ça fait quoi de ces journées ? Et est-ce que c'est vrai qu'on est rémunéré quand on est un ancien Premier ministre pour aller faire des conférences, pour être présent dans des colloques et entre guillemets, combien c'est rémunéré un ancien Premier ministre ? D'abord, un ancien Premier ministre n'est pas rémunéré par l'État, hein, contrairement au président de la République, parce qu'ils sont membres du Conseil constitutionnel. Donc, nous avons... Vous savez que les Français sont sensibles à ces questions. Je le sais bien, donc je profite, le Premier ministre ne touche rien de l'État. Il peut avoir une protection, une voiture, mais voilà, c'est maximum. Et un collaborateur ou une collaboratrice à ses côtés pour l'aider. Et pour aller faire une conférence à l'étranger, est-ce qu'il y a des barèmes ? Est-ce que ça fonctionne comme pour les artistes ? Non, il n'y a aucun barème, il n'y a aucune règle, sinon de déclarer ses revenus. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, j'en fais très peu.
Et donc, je participe à beaucoup de colloques, de conférences. Alors, on peut vous payer l'avion ou l'hôtel. C'est pas, alors je le dis, c'est pas aux Seychelles, c'est pas à l'île Maurice. Je me suis déplacé en Ukraine, en Israël ces derniers temps, pas pour des conférences d'ailleurs, ou pour assister à des conférences, y intervenir, mais ce ne sont pas des paradis actuellement. Hein. Ce sont des pays en guerre. Et ce que fait un Premier ministre, au fond, moi, j'essaie d'être utile par mon expérience au débat. Je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde et j'essaie, au fond, d'apporter cette expérience et ce regard aussi sur ce qui se passe à mes compatriotes, parce que je pense qu'on est dans un moment historique qu'il faut être très, très attentif à ce qui va se passer. On ne peut pas être indifférent. Merci d'avoir été notre invité ce matin dans cette émission d'En Face au Territoire sur TV5 Monde, Manuel Valls. Merci Demet Korkmaz. On se retrouve jeudi prochain, bien sûr. Même heure, même adresse. Les programmes continuent sur TV5 Monde. Au revoir à tous.